Bien, il est 10 heures, donc on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, merci encore d'être là, fidèle à ces webinaires proposés par Ludotique. Donc, aujourd'hui, pour clôturer finalement cette deuxième saison de webinaire, nous allons parler de UX Writing. Et je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'est cette discipline un peu émergente, en tout cas en France. Et voilà, ces enjeux, sur quoi ça porte, de quoi ça parle, quelle problématique ça a permis de résoudre, comment ça s'inscrit dans notre panoplie d'activités UX. Donc tout d'abord, je vais commencer par très rapidement me présenter. Donc, je suis Catherine Bellino, je suis consultante en user experience et plus particulièrement en stratégie UX et aussi pas mal en architecture de l'information, c'est vraiment un des domaines de spécialité. J'ai un double background de communication et ergonomie cognitive et j'interviens au sein de la société Ludotique ainsi que au sein de la société Dialogos que je dirige. Voilà, donc je conduis pas mal de projets dans plein de domaines différents, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et je rencontre très fréquemment des questions de rédaction de micro-contenus, orchestration des contenus à travers les interfaces, etc. Et puis j'enseigne également dans plusieurs formations privées et publiques autour de l'ensemble de ces sujets. Donc, Ludotique qui vous propose cette série de webinaires. Ludotique, c'est un pure player de l'UX qui existe depuis une quinzaine d'années avec une vingtaine d'experts et puis 2 bureaux, un en France et un en Italie. Donc, c'est une agence spécialisée dans l'expérience utilisateur sur tout le cycle d'activité de l'UX, que ce soit donc sur les activités de recherche utilisateur, recherche quantique, Kali, que ce soit sur toutes les activités de conception, design thinking, etc. Et puis également sur tout ce qui est évaluation et avec une spécialité très forte, notamment en eye tracking, et puis bien sûr toute la panoplie de tests utilisateurs, d'évaluation experte, etc. Donc vraiment une gamme très très riche d'interventions et d'activités, ce qui explique aussi la diversité des sujets que vous pouvez voir à travers ces différents webinaires. Alors aujourd'hui, on va parler donc UX Writing bien sûr, et ça recouvre ou ça côtoie tout un ensemble de termes, de sujets, de concepts, d'acronymes, avec un territoire qui est encore, je dirais, en construction finalement. Donc, on parle de UX Writing, CX Writing, microcopie, on parle aussi de content strategy, on parle de storytelling, on parle de conversational design, etc. etc. Et finalement, justement, je vais essayer de vous expliquer comment toutes ces notions-là s'articulent et qu'est-ce qu'on entend finalement, si on peut donner une définition globale, quand on parle du X-Writing. Pour commencer, donc je vais vous parler de la conversation, parce que finalement, tout ça, ça va trouver ses origines dans l'art de la conversation qui n'a pas attendu ni les interfaces digitales, ni l'UX pour exister, avec évidemment aujourd'hui une conversation fortement centrée sur les machines. Alors, tout ça n'est pas nouveau, la conversation humain-machine, puisque déjà, dans les années 60, Alphonse Chapanis avait écrit un texte qui s'appelait Words, 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 où donc Alphonse Chapanis, qui est un des pères fondateurs de l'ergonomie, qui a beaucoup travaillé sur les systèmes de pilotage, etc.,
les interfaces de pilotage, et qui a déjà, à cette époque-là, attiré notre attention sur le fait que finalement, on ne prêtait peut-être pas suffisamment d'attention aux mots, alors que les mots, finalement, sont devenus vraiment fondamentalement importants dans les interfaces. Donc, il prend l'exemple de, par exemple, un travailleur immigré qui arrive sur un nouveau poste de travail. Tant qu'on est sur de l'interaction humaine, finalement, on peut trouver un moyen, au-delà du langage, de s'exprimer à travers le non-verbal, les gestes, etc. Et finalement, quand on arrive sur des interfaces digitales, ben là, ça devient plus compliqué d'utiliser le non-verbal. Donc, le mot et le langage prend son importance, même si, bien sûr, on a les images, les vidéos et tous les autres supports. Donc, il prenait cet exemple-là. Donc ça, c'est une affiche qui est située devant un ascenseur d'un hôpital, donc avec des instructions qui sont assez difficiles à comprendre a priori. Et puis, il explique qu'est-ce que ça signifie, en fait, concrètement. En 14 mots, je rédige finalement une phrase, une explication qui va permettre de comprendre ces trois lignes. Et puis, finalement, on va essayer de synthétiser tout ça avec moins de mots pour pouvoir afficher des instructions plus claires. Et j'ai pris cet exemple-là parce que je trouve qu'il est extrêmement bien représentatif de ce que c'est la démarche de l'UX Writing finalement. C'est déjà comprendre les concepts, savoir de quoi on parle, le formuler de manière complète et claire, et ensuite trouver la forme la plus concise, la plus synthétique, la plus explicite, qui va nous permettre de le comprendre de manière efficiente. Donc cette diapo est un peu, à elle toute seule, une espèce de métaphore ou de synthèse de ce que on peut mettre derrière l'UX Writing. Alors, le dialogue humain-machine, aujourd'hui, il est évidemment omniprésent. Il est partout. Il est bien sûr sur les sites web, notamment, évidemment, les pages d'accueil où on va essayer, avec un minimum de texte, de dire un minimum de choses. Il est sur dans les logiciels, il est sur les applications mobiles, il est bien sûr dans les chatbots, où là, on a un gros enjeu conversationnel, évidemment. Il est sur les assistants vocaux, il est sur les robots. Voilà, il est vraiment omniprésent, il est partout. Or, donc cette interaction qu'on a avec tous ces dispositifs, c'est une conversation en elle-même, et la qualité du dialogue va favoriser l'efficience, et c'est cette qualité du dialogue qui va encourager le passage à l'action, qui va encourager bien sûr l'intelligibilité, la compréhension et la qualité de l'expérience utilisateur. Et cette conversation, la qualité de cette conversation, de ce dialogue, elle va dépendre de ce qu'on dit, bien sûr, le message, ça c'est la base, de la façon dont on le dit, donc le ton, et je vais revenir sur cette notion du ton qui est un des aspects fondamentaux sur lequel va travailler l'UX Writer, et ensuite des mots qu'on utilise, c'est-à-dire le vocabulaire, le registre sémantique qu'on va choisir pour pouvoir parler à l'utilisateur dans un langage qui peut comprendre, qui correspond à ses références, à ses connaissances. Et dans le dialogue homme-machine, en fait, on se retrouve très rapidement dans une situation de projection où on va finalement traiter l'ordinateur avec les mêmes normes sociales que lorsque nous communiquons avec les humains. Je pense qu'on a tous eu des expériences d'échanges plus ou moins agressifs avec la voix de notre GPS, par exemple, qui, à un moment, nous avait donné une indication trompeuse, ou bien nous faisait passer par un endroit où on n'avait pas envie de passer, etc. etc. Donc, on est vraiment, on se projette, hein, on a ce besoin-là de personnaliser finalement l'ordinateur, la machine. Et bon, j'ai mis en image donc cette couverture d'un livre intéressant de Clifford Nass, justement, qui parle de la relation, entre cette relation aussi émotionnelle et affective entre l'homme et l'ordinateur.
à l'aide de tous ces outils-là, finalement, l'UX Writer, on peut le considérer comme en quelque sorte un forgeron des mots, un forgeron de mots qui va aider les utilisateurs à atteindre leur but et réaliser des tâches de façon efficace, efficiente et satisfaisante. Et là, on retrouve finalement les caractéristiques de l'utilisabilité telle qu'elle est définie dans la norme ISO 9241. Donc, je place l'utilisateur dans un contexte, j'identifie le contexte dans lequel se trouve l'utilisateur lors de l'interaction, j'analyse ce contexte, que ce soit le contexte temporel, psychologique, physique, etc. Et ensuite, je vais aussi essayer de comprendre quelles sont ses tâches, quels sont ses buts, et c'est à partir de là que je vais lui proposer une écriture adaptée à l'ensemble de ces paramètres. Voilà, et bien sûr, quand on aborde la question du vocabulaire, ce qui va être très important, c'est les connaissances des utilisateurs, c'est la façon dont ils se représentent les notions, les idées, etc., sa façon de réfléchir, et tout cet ensemble de choses qui va avoir une incidence majeure sur le langage. Donc l'UX Writing, c'est clairement une discipline centrée sur les utilisateurs, hein, comme l'ensemble des disciplines UX. Donc ça, c'est très important. Pour être un bon UX Writer, il faut déjà avoir une connaissance des méthodes UX et de l'approche centrée utilisateur. Alors, l'UX Writing, ça va aussi permettre de faciliter le parcours. Donc, c'est aussi une façon de le définir. Ça va permettre de faciliter le parcours de l'utilisateur tout au long de son expérience. Donc, en proposant ce qu'on appelle de la microcopie ou des micro-contenus, hein, des petites choses, des mots, des phrases, des libellés, qui vont être en lien direct avec les actions qu'il va pouvoir engager et qui va les guider à travers toute cette interaction. Et donc, il y a le premier stade qui est ce qui va leur permettre de passer à l'action. Donc, ça va concerner évidemment tout ce qui est call to action notamment, les boutons, les guidages, etc. Il va y avoir tout ce qui va les guider au sein de l'interaction. Par exemple, quand on est dans un formulaire, qu'est-ce qu'on associe, comment on libelle les noms des champs, qu'est-ce qu'on associe comme information à chacun des champs pour savoir comment on doit les compléter, etc. Et puis, ça va évidemment concerner également tout ce qui va suivre les actions, donc par exemple les messages de confirmation, les notifications et tout cet ensemble de choses. Voilà, donc c'est important d'avoir cette vision temporelle de tout le cycle de l'expérience utilisateur pour voir que finalement, il y a tous les stades de cette expérience pour lesquels l'UX Writing va être concerné. Alors, l'autre aspect aussi de l'UX Writing, c'est que c'est vraiment une façon de donner le ton et d'orchestrer toute l'expérience, non seulement à travers l'application sur laquelle on travaille, mais aussi à travers l'ensemble des points de contact que l'utilisateur peut avoir avec le service ou avec la marque. Et là, on retrouve un petit peu les spécificités de l'expérience utilisateur qui est une approche holistique de l'expérience, pas seulement pendant l'interaction, mais avant et également après. Alors le ton, c'est quoi ? Le ton, c'est la personnalité, c'est l'ensemble des valeurs qu'on va traduire à travers l'interface et notamment à travers la partie écrite de l'interface. Donc, pour définir un ton, en fait, on fait comme quand on définit une identité visuelle. Là, c'est une identité de parole, finalement. On va s'appuyer sur un certain nombre de valeurs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de valeurs qu'on peut définir. Donc, on définit ça à travers des activités de brainstorming, d'analyse avec les stakeholders, mais aussi avec les utilisateurs. Et on en déduit finalement un positionnement de la marque ou du service sur des échelles qui permettent d'avoir une idée de la personnalité qu'on va proposer, qu'on va vouloir traduire.
et le ton, donc, qui doit être cohérent avec l'ensemble de la ligne éditoriale de la marque et du service. Et donc ça rejoint aussi le fait qu'on doit être cohérent avec le ton éditorial qu'on va appliquer au packaging, qu'on va appliquer aux boutiques, au design des boutiques, etc. Et le deuxième aspect de cette définition, c'est que donc l'approche doit être holistique, comme je vous disais. Ça veut dire qu'on va aussi s'intéresser donc à tous les points de contact, tout ce qui gravite autour de l'expérience utilisateur, les sites, les réseaux sociaux, les newsletters, tout cet ensemble de choses. Donc, quels vont être finalement les bénéfices de l'UX Writing? Eh bien, l'UX Writing va permettre de finalement rassurer les utilisateurs par rapport à tout un tas de questions qu'ils ont lors de l'interaction. Par exemple, pourquoi avez-vous besoin de ma carte de crédit alors que c'est gratuit? Cette transaction est-elle sécurisée? Excusez-moi, j'ai un petit problème de... Cette transaction est-elle sécurisée? Pourquoi me demandez-vous mon numéro de téléphone? Que dois-je faire pour ne rien avoir à payer? Allez-vous me spammer avec vos mails marketing? Tout ça, c'est tout un tas d'inquiétudes qu'on connaît très bien quand on construit un parcours au sein des interfaces. Et donc, à travers les mots, on va pouvoir, à travers les mots, les libellés, et tout ce qu'on va présenter textuellement, on va pouvoir aider à rendre les interfaces plus claires, rassurantes, accessibles, faciliter l'engagement dans l'interaction. Hein. Donc, cette notion d'engagement est très importante et on va utiliser des formules syntaxiques, etc. pour favoriser ça et offrir à l'utilisateur le sentiment d'être compris et d'être pris en compte. Et tout ça, ça va nous permettre de réduire les abandons avec tous ces problèmes potentiels de messages ambigus, de jargon, de manque d'information, voilà, de manque de clarté. Et ça va permettre également d'augmenter la confiance dans le service. Alors, je vais maintenant passer sur quelques exemples d'applications. Donc là, c'est une petite carte que j'ai faite pour montrer un petit peu sur qu'est-ce que c'est tous ces familles de micro-contenus. Donc, on a bien sûr les landing pages qui sont très importantes en termes de terminologie, tout ce qui est onboarding, tout ce qui est menu, titrage, les call to action, je l'ai évoqué, les messages d'erreur, page 404, etc., tous les contenus d'aide, les FAQ, les formulaires aussi, c'est un sujet qui mériterait presque un webinaire à lui seul. Voilà, ça c'est en gros un petit peu le panorama des aspects clés de l'interface sur lesquels il va falloir travailler son rédactionnel. Donc, je vais vous illustrer ça rapidement avec quelques exemples, évidemment pas exhaustifs. Bon, on va prendre le cas de l'inscription. Donc voilà, à gauche, un formulaire de création de compte, n'est-ce pas, Oracle, qui est assez dense, et puis un autre, Mailchimp, hein, qui a fait un gros travail sur l'UX Writing, qui est beaucoup plus concis, synthétique et incitatif. Donc évidemment, dans le premier cas, on risque de voir des abandons massifs, et puis dans le deuxième cas, on est sur une expérience beaucoup plus rassurante et encourageante. Un autre exemple, plus orienté guidage également. Voilà donc un exemple de guidage. Alors c'est très bien, il faut expliquer ce qu'il faut faire, ça c'est la base, c'est sûr. Sauf que là, par exemple, on est dans un cas où on a beaucoup de texte, c'est très verbeux, ça nécessite de la réflexion pour comprendre ce qu'on nous propose de faire. Dans le deuxième cas, on va le faire avec concision et clarté, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Et dans le troisième cas, ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir, y compris, répondre aux questions latentes que peut se poser l'utilisateur. Donc là, par exemple, Airbnb qui explique qu'on ne sera pas débité si on réserve. Et typiquement, l'utilisateur pourrait s'arrêter là sans avoir cette information. Autre exemple, des exemples qu'on aime bien en ergonomie, hein, c'est les messages d'erreur. Bon, un très joli message d'erreur, magnifique, qui nécessite quand même un certain niveau déjà pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit et comment on va s'en sortir. Et un autre message qui, lui, nous explique
très bien ce qu'on doit faire. Donc, dans le premier cas, l'utilisateur il se pose plein de questions, y compris à savoir si peut-être il est un peu nul. Et dans le deuxième cas, il est rassuré et il se dit qu'il va peut-être pouvoir s'en sortir. La 404 aussi. Alors les 404, c'est l'objet, un grand champ créatif avec plein d'exemples, de belles pages de 404. Avec des tons différents. Donc là, ces exemples vont permettre d'illustrer aussi la notion du ton. Hein. Donc là, vous voyez Spotify avec quelque chose de très, très zen. La FNAC avec un ton plutôt rassurant et humoristique à la fois. Et puis là, on est sur un site de voyage avec une citation Christophe Colomb plus existentielle, plus philosophique. Voilà. Donc, vous voyez ce ton-là, justement, précisément, c'est ça qu'on va construire en amont et on va le décliner dans tout un ensemble d'éléments. Alors, il y a aussi la question du sens, bien sûr, le sens, l'émotion. Alors, là, je vous ai pris des exemples où on a vraiment poussé le message. Donc là, c'est le comité du tourisme de l'Ardèche qui vous propose, pour recevoir une newsletter, de recevoir un peu d'Ardèche dans votre boîte mail. C'est joli, ça donne envie, c'est quelque chose de très concret aussi. Un autre cas, donc une boîte française qui fait des sacs assez innovants. Ça, c'est le message reçu au moment de l'envoi du colis. Votre dose de bonheur a décollé. Voilà, c'est quelque chose qui provoque une émotion positive. Et puis, un autre exemple avec une interaction sur un chatbot où là, on va se projeter sur, on va imaginer l'utilisateur qui a réfléchi toute la nuit, etc., etc. Bon, c'est un ton tout à fait humoristique. La question de l'atterrissage, donc là je vous montre quelques exemples de pages d'accueil, hein, la ruche qui dit oui, où on a une écriture qui est concise et qui est en même temps extrêmement explicative et incitative. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a ce qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire là. Donc je sais où je suis et je sais ce que je peux faire et j'ai envie d'y aller. L'exemple de Trainline aussi, où là, il y a un travail sur le guidage et les principales actions qu'on va pouvoir faire à travers la page d'accueil. Dropbox aussi, qui a fait un gros... Alors, Dropbox, c'est aussi une entreprise qui a une section UX Writing à part entière et qui a fait un travail sur les messages d'accroche en particulier. Et là, une très bonne articulation entre l'incitation, les messages d'accroche et puis la partie plus opérationnelle de l'inscription. Et puis, un autre exemple avec une personnalisation. Hein, donc là, on travaille vraiment sur des personas de marque hein, à part entière. Et on crée vraiment ce dialogue avec l'utilisateur. Donc, là, sur ce petit tableau, j'ai voulu vous résumer quelques points clés qui me semblent fondamentaux, mais là encore, qui devraient faire l'objet de tout un détail beaucoup plus complet. Quelques exemples de bonnes pratiques en termes de UX Writing. Donc, les grandes thématiques sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est l'utilité. Il faut que c'est la base. Le contenu doit être utile. Il doit être pertinent. Il doit avoir vraiment du sens pour les utilisateurs. Il doit être clair. Il doit être cohérent, c'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment une cohérence d'ensemble à travers tous les éléments de l'interface. On appelle une action toujours de la même façon, etc. Il doit faciliter la lecture. Il doit être compréhensible, intelligible et il doit être concis. Donc, quelques exemples par exemple, un mauvais exemple, les filtres peuvent être activés pour affiner votre recherche. On y va direct. Activer les filtres pour affiner votre recherche. Et là, on va utiliser la forme passive. Ou bien, on va essayer d'utiliser les nombres en lettres pour faciliter la lecture. Ou bien, on va éviter les doubles négations. On va mettre les buts utilisateurs en premier plan. On va faciliter la concision. Voilà, donc tous ces petits exemples-là. Et finalement, j'ai choisi une citation de Mark Twain qui me semble assez
intéressante. Écrire est facile, vous n'avez qu'à enlever les mots qui ne conviennent pas, et ça, tous les écrivains vous le diront, et tous ceux qui ont l'habitude de rédiger. En fait, écrire, c'est écrire et simplifier, et simplifier, et simplifier, jusqu'à ce qu'on arrive à garder le minimum le sens avec le minimum de mots, de phrases, et le maximum de concision. Voilà. Donc, voilà pour quelques exemples d'application de l'UX Writing. Alors, dernière partie, comment finalement, quelle est cette pratique de l'UX Writing? Qu'est-ce que c'est? Que fait l'UX Writer? Comment il travaille avec les autres membres ou les autres corps de métier sur un projet digital? On va essayer de parcourir un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je pense qu'on l'a déjà évoqué pas mal, et là, je le synthétise un petit peu. Il va formaliser les éléments du discours d'une interface, tous les micro-contenus dont on a parlé. Il va unifier la voix de l'entreprise, le ton, dans tous les points de contact. Il va mettre en scène des concepts et des fonctionnalités complexes. Il va faire un peu de storytelling à travers l'interface quand c'est pertinent. Il va bien sûr s'appuyer sur les données utilisateurs. Ça, c'est un aspect très important de son travail. C'est son matériau de base. Et il va aussi être amené à créer, ou en tout cas à contribuer et à maintenir un guide de style ou une charte éditoriale qui va définir quelles règles de syntaxe on applique, quel type de termes privilégiés on va utiliser pour tel concept, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect, la charte éditoriale ou le guide de style, qu'on laisse souvent de côté dans les interfaces. On va parler de charte graphique, de charte ergonomique, mais peut-être moins de ce volet-là. Ça fait partie du travail de l'UX Writer. Pardon. Et avant toute chose, comme je vous l'ai dit, mais j'insiste parce que c'est vraiment très important, il doit se concentrer sur les utilisateurs. Donc, il doit comprendre leur contexte physique, temporel, psychologique. Il doit savoir quelles sont les capacités d'attention en fonction de ce contexte, savoir de quelle information les utilisateurs ont besoin, à quel moment de l'interaction, de l'expérience, et connaître les références, bien sûr, le vocabulaire, la culture, les représentations. Il doit se mettre à la place des utilisateurs, mais pas trop, parce que en fait, se mettre à la place des utilisateurs, ça a des limites. À un moment, seul l'utilisateur est à sa place, et c'est pour ça qu'il va falloir tester, tester et encore tester. Donc ça fait partie des activités clés. Et donc, j'ai essayé de représenter ça dans le cycle UX en reprenant 4 grandes étapes qui sont la recherche, l'idéation et le design, le prototypage avec les itérations et l'évaluation finale. Et je propose de positionner quelques activités qui vont avoir une incidence, qui vont nourrir le travail de l'UX Writer. Alors, au niveau de la recherche, il y a tout un travail qui est un peu spécifique à ce volet-là, qui est le brief sur les valeurs, l'identification de chartes existantes, etc. Et c'est un travail qui va être peut-être complémentaire avec la partie design visuel, par exemple. S'il y a une identité visuelle à créer, typiquement, on va pouvoir travailler sur les deux volets en même temps. Il va s'appuyer sur des données de benchmarking, comment sont rédigés les contenus des concurrents ou de services comparables. Il va se nourrir de tout ce qui vient des entretiens, voire en mener lui-même, et en particulier se nourrir des verbatims, établir des cartes conceptuelles à partir des termes que les gens utilisent, etc. Il va aussi pouvoir s'intéresser aux requêtes à travers les outils statistiques, les analytics, pour voir quelles sont les expressions recherchées, quels sont les parcours aussi. Et puis, il va s'appuyer sur des personas, alors à la fois des personas de marque plutôt orientés marketing et les personas d'utilisateurs, donc orientés UX. Donc ça, c'est cette première phase. En phase d'idéation et de design, l'UX Writer va s'intéresser beaucoup au tri de cartes lorsqu'il y en a, parce que dans le tri de cartes, on a des activités de nommage, de dénomination et aussi de catégorisation, et c'est très intéressant de voir quelles sont les représentations mentales des utilisateurs et la façon dont ils expriment les concepts.
Il va pouvoir se nourrir des ateliers ou définir de la terminologie à travers des ateliers de conception, établir des cartes conceptuelles là aussi, établir des chartes éditoriales, comme je vous l'ai dit, et établir là aussi des cartes d'expérience sur tout le parcours, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour s'intéresser aux aspects particuliers où il va falloir mettre le paquet, je dirais, sur l'UX Writing. En termes de prototypage, maquettage, ce qui est très important, c'est de pouvoir maqueter au moins une partie des interfaces avec du vrai texte, parce que c'est là qu'on va vraiment voir ce qui est compris, et on peut avoir des retours très intéressants avec du vrai texte, ce qui n'est pas le cas avec du lorem ipsum, sur la partie textuelle en tout cas. Alors, on n'est pas obligé de mettre du vrai texte partout, mais sur les exemples où le texte va avoir une importance, c'est important de pouvoir le prévoir et faire du test sur maquette avec un angle contenu. Et puis, bien sûr, après, en évaluation finale, il va pouvoir étudier les retours de test pour voir s'il n'y a pas une problématique de rédaction, s'appuyer aussi sur les enquêtes, les analyses de parcours, etc., de façon classique. Hein. Voilà, donc on retrouve un petit peu les principales activités. Et finalement, la conclusion, c'est que l'UX Writer, il ne devrait pas intervenir juste en aval, juste au moment où on finit les maquettes. Il devrait déjà être impliqué dès le début. Alors, le X-Writing, ça peut être une compétence que peuvent avoir certains UX designers. Ce n'est pas forcément un rôle à part entière, mais en tout cas, c'est un aspect à prendre en compte le plus en amont possible, surtout quand l'aspect contenu est important. Alors, dans l'écosystème UX, on le voit, hein, il y a donc, comme je vous ai dit, il va travailler à plusieurs étapes avec plusieurs métiers finalement. Il va être en étroite collaboration avec la content strategy quand quelqu'un ou une équipe occupe cette fonction. Content strategy qui a un périmètre un peu plus global, plus large d'intervention, qui va vraiment définir la stratégie de contenu, non pas seulement des éléments d'interface, mais de tous les éléments de contenu, de fond, hein, les fiches produits, etc., etc. Il va bien sûr s'articuler avec la partie recherche et la partie design. Et finalement, c'est quelqu'un, quand quelqu'un occupe le rôle vraiment du UX-Writer, qui va collaborer de manière très étroite avec l'UX designer et aussi avec l'architecte de l'information, lorsqu'il y en a un. Il est complémentaire du rédacteur. C'est pas la même chose que le copywriting. Le copywriting, c'est plus orienté marketing. Donc, ça peut être là encore la même personne qui va faire les deux, mais c'est une fonction différente. Et il va contribuer aussi, justement, par la qualité de ce qu'il produit et de ce qu'il peut analyser, au Search Experience Optimization, dont on parle de plus en plus en lieu et place du Search Engine Optimization. Donc voilà un petit peu pour vous situer finalement cette discipline et ce métier dans l'ensemble des disciplines de l'UX. Et pour conclure, donc je terminerai par cette citation de John Austin, qui nous dit que le langage a une action sur le réel. Hein. Le langage va transformer le réel. Le langage est le propre de l'homme. On est vraiment construit, notre structure mentale est construite autour du langage. Et donc, c'est très important. Ce n'est pas juste un habillage, ce n'est pas juste un label qu'on va ajouter. C'est vraiment structurant. Ça va avoir une incidence sur la façon dont on va agir, sur la façon dont le monde va agir sur nous. Donc, c'est un aspect dont on doit vraiment prendre compte dès le début des projets. Ça ne doit pas être la dernière roue de la charrette. Et c'est vrai que finalement, c'est quelque chose dont on commence à prendre conscience, mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Voilà, donc j'espère que cette discipline-là va vraiment se développer en France aussi. Alors ça commence, hein, il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler, il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire des choses en français sur le X-Writing. Et je pense que c'est pour le meilleur bénéfice de nos disciplines en général et puis des utilisateurs évidemment qui nous intéressent tous.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On peut prendre un petit moment pour quelques questions. Donc, je vais regarder si j'arrive à voir. Alors, comment devient-on UX Writer? Doit-on être UX Designer à la base? Y a-t-il une formation spécifique? Alors, formation spécifique, il y en a pas beaucoup. Je sais que Ludotique prévoit d'en ajouter une très prochainement à son catalogue. Donc, en fait, il faut avoir des compétences rédactionnelles, ça c'est clair. Donc, un background, par exemple, copywriting, rédacteur, même enfin, rédacteur marketing éventuellement, journaliste, pourquoi pas. Donc, une bonne capacité d'écriture et l'aspect UX design est fondamental. Enfin, approche centrée utilisateur est fondamentale. Il faut savoir ce que c'est une recherche utilisateur, il faut savoir ce que c'est un test utilisateur, il faut savoir comment et pourquoi on fait des maquettes, il faut pouvoir y contribuer, voilà. Donc, ça peut être un UX designer qui se spécialise sur ce volet-là, voilà, avec cette compétence rédactionnelle qui nécessite quand même beaucoup de pratique et pas mal d'expérience. Où se situe la frontière entre communication, persuasion et manipulation? Alors là, je vous invite à aller voir le webinaire sur l'UX et l'éthique, hein, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Ludotique et que j'ai eu le plaisir d'animer. Donc bien sûr, on va toucher, comme on le touche à travers tous les éléments de l'interface, ces questions-là en utilisant des mots. On va pouvoir dire des choses, on va pouvoir manipuler les gens. C'est pas le but d'une UX éthique. Donc, je vous invite à aller voir justement la façon dont je vous propose de définir les frontières entre ces différentes notions dans ce webinaire. Merci de l'avoir posé. Alors, UX Writing et site multilingue, des précautions pour internationaliser. Oui, alors il faut vraiment prendre en compte ces aspects multilingues dès le départ. Et c'est là où c'est très important d'avoir ce que je vous avais montré tout à l'heure avec Chapanis, d'avoir cette couche conceptuelle très claire en amont. C'est-à-dire, d'abord, on est bien carré sur les concepts et ensuite, on va pouvoir définir les termes. Hein. Donc, il faut avoir une représentation, une carte conceptuelle dès le départ sur les sites qui vont permettre à différents UX writers derrière ou rédacteurs peut-être moins spécialisés de pouvoir créer les versions locales. Hein. Donc, mais c'est à en prendre en compte en effet dès le départ. Y aura-t-il un replay? Oui, il y aura donc un replay puisque ça va être disponible d'ici quelques jours sur le site, sur la chaîne YouTube de Ludotique. Vous pouvez également nous envoyer donc des mails hein, si vous avez besoin d'avoir des liens, le lien de la chaîne. Enfin, elle est assez facile à trouver, mais si vous avez besoin de retrouver facilement, n'hésitez pas à nous écrire. Les bonnes pratiques de la microcopie sont-elles les mêmes pour un contenu dans une IHM versus une conversation pour un callbot? Alors, oui et non. Les règles de base, ce sont les mêmes. Évidemment, la concision, la pertinence, en fait, toutes ces choses-là, ça s'applique quel que soit le support. Mais après, on ne va pas avoir exactement le même mode de conversation selon qu'on est déjà sur de l'écrit ou sur de l'oral. Donc, on va avoir d'autres règles à appliquer, plus particulièrement sur la communication orale, et des règles sur la communication écrite, puisqu'il y a là des règles de lisibilité, etc. Donc, globalement, je dirais les règles de conservation, oui, à la base, mais ensuite, on aura des spécificités pour chaque type d'interface. Donc là aussi, ça peut faire l'objet d'autres formations, explications, guides, etc.
Microcopie et micro-contenu, est-ce la même chose? La microcopie, c'est un peu l'action de rédiger du micro-contenu en gros. Donc, je dirais que c'est à deux niveaux différents, mais c'est souvent utilisé pour dire la même chose. Alors, les ouvrages qui traitent de l'UX Writing, donc je vais pouvoir ça vous le mettre, je vais rajouter ça sur mes diapos si vous voulez. Je vais vous proposer une série d'ouvrages, je vous mettrai une diapo à la fin et vous pourrez le voir donc en ligne. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est très connu essentiellement, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages là-dessus. Y aura-t-il d'autres webinaires ludotiques à la rentrée de septembre? Alors, je ne suis pas en mesure de vous répondre à cette question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des envies, si ça vous intéresse de pouvoir avoir d'autres webinaires à la rentrée de septembre, dites-le nous. Et aussi, dites-nous si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir traités. Voilà, on en discutera, mais je peux pas en tout cas vous répondre. Alors, j'ai du mal à comprendre la différence entre le rédacteur marketing et l'UX writer. Où s'arrête le travail de l'un et où commence le travail de l'autre. Alors, à un moment, les deux vont travailler ensemble, c'est clair. Le rédacteur marketing, il va, par exemple, rédiger des fiches produits, il va rédiger du contenu commercial. Voilà, il va être sur ce niveau-là, multicanaux. Et l'UX Writer, il va vraiment s'intéresser, multicanaux également, mais plus à la partie interface. Donc, par exemple, vous avez un site avec un catalogue de produits. L'UX Writer va s'intéresser plus particulièrement à la façon dont on va accéder à ce catalogue produit, sélectionner qu'est-ce qu'on met dans les listes, comment on incite à la sélection, etc. Et comment on présente la fiche du produit. Et ensuite, le rédacteur marketing, il va rédiger l'argument commercial, l'argument marketing du produit. Il va rédiger vraiment le contenu de la fiche produit. Voilà, ça va être un petit peu ça, la complémentarité, la différence. Alors, y a-t-il des différences de rating entre page web grand public et interface métier de la même entreprise? Oui, puisque les publics sont différents. Donc, on aura certainement des différences dans la forme, le ton, la façon le type de terminologie, etc. Déjà, la terminologie, si on est sur des interfaces métiers, en interne, on va peut-être s'adresser à des publics qui ont des spécialités, donc on va s'appuyer sur le référentiel de vocabulaire et on va, entre guillemets, vulgariser pour le grand public qui, a priori, n'a pas ces connaissances-là. En revanche, il faut qu'il y ait une unité de ton. C'est le même exemple que, par exemple, un intranet et un site web. Vous allez avoir des images, des structures, des présentations différentes, qu'on soit sur l'intranet ou sur le site web, mais en revanche, vous avez une unité de ton autour de l'identité visuelle, autour de ce qu'on dit autour de la marque ou de l'entreprise. Voilà, on a forcément une forme de cohérence. Donc voilà pour les questions auxquelles j'ai pu, j'espère, répondre. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour vos questions et puis je vous donne rendez-vous déjà sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations sur ce qui se passera pour l'avenir. Voilà, et toute l'actualité très très riche de ludotique. Donc merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.